Brel Embolo, c'est devenu une véritable chanson qui passe en boucle sur toutes les chaînes de télévision autant de fois que les matchs de football de la Coupe du Monde peuvent également être regardés par des Camerounais. Mais Brel Embolo est aussi devenu le mal-aimé, celui par qui le malheur du Cameroun est arrivé à cause de ce but inscrit contre sa patrie. Et du coup, beaucoup ont trouvé que ce geste était celui d'un traître. Certains ont d'ailleurs eu à appeler avec des mots trop forts à une haine viscérale envers Brel Embolo, tout comme également beaucoup de fausses nouvelles ont été distillées pour essayer de mettre peut-être quelque chose qui pourrait encore créer une sorte de déstabilisation, comme ils disent souvent, de l'adversaire. Notre frère est devenu notre adversaire, né de père camerounais, de mère camerounaise. Brel Embolo a donc marqué contre le Cameroun, compromettant pratiquement les chances des Lions indomptables dans cette compétition. Mais à qui la faute? Comme je l'ai bien dit, eh bien, c'est toujours à ce qu'on peut dire les enfants perdus, les enfants qui n'ont pas été encadrés, qui ont été élevés par des autres et qui, malheureusement, peuvent nous poignarder dans le dos. Oui, Brel Embolo a poignardé Fabrice Ondoa, que voulais-je dire? Ou encore, si vous voulez, après Onana, comme vous pouvez l'entendre, puisque c'est aussi des frères. Mais juste, à partir de ces buts, nous voyons donc ce que le Cameroun peut perdre lorsque les enfants ne sont pas encadrés, lorsque les enfants sont abandonnés, lorsque les enfants ne sont pas récupérés par la mère patrie. Il aurait pu devenir gardien de but, mais grâce aux entraîneurs, là-bas en Suisse, il est devenu attaquant de pointe, alors que naguère, il préférait, de par sa timidité, exercer souvent dans les postes de gardien de but. Il a eu un amour fou pour le Cameroun. La preuve, c'est que jusqu'à présent, il a une fondation qui s'appelle Fondation Embolo, qui vient en aide aux populations, que dis-je, aux enfants abandonnés, aux déshérités. Et d'ailleurs, après avoir brillé à l'Euro, où il avait même marqué le premier but contre le pays de Galles, élu homme de match, il était revenu en vacances au Cameroun. Il était allé à Douala voir des enfants pauvres. Puis, il était revenu à Yaoundé, au stade à Béga. C'est quelqu'un donc qui fait beaucoup de choses pour le Cameroun, qui aime le Cameroun, qui malheureusement a quitté le Cameroun, pas parce qu'il était content, mais parce qu'il partait chercher bonheur ailleurs. Sa mère est donc partie avec lui et il a obtenu justement l'encadrement adéquat, alors qu'il était peut-être un garçon qui aurait fini sa vie dans la rue. Il jouait dans la rue, mais il est entré dans l'académie. Et puis de cette académie, par certains comportements, il a fallu le reprendre, puisque d'ailleurs, il a failli être exclu de l'académie parce qu'il avait baissé sa culotte devant ses coéquipiers et devant son entraîneur. Mais en Europe, il y a la deuxième chance. On ne met pas des enfants en prison. On essaie de les récupérer, de leur accorder une formation, contrairement à beaucoup au Cameroun qui ont le talent de Brel Embolo, mais qui pour un rien du tout se retrouvent en prison, n'ayant eu aucune chance, ni pour la formation professionnelle, ni encore pour pouvoir au moins
bénéficier de l'insertion sociale. Brel Embolo est donc le miroir de notre société, de rejet. On rejette les autres, on les méprise. Et quand ils réussissent, on vient se taper la poitrine, on les revendique. Nous connaissons l'épopée de Francis Ngannou, qui aurait pu devenir français, creuseur de sable, mais qui, heureusement, a accepté honorer le drapeau du Cameroun. D'autres ont honoré même le drapeau du Cameroun, mais n'ont pas été honorés par la suite et ont regretté pourquoi est-ce qu'ils ont choisi celle-là. Je pense à Françoise Mbango. En 2004, eh bien, cette femme avait déjà réussi à remporter la médaille olympique. Une médaille olympique dans l'athlétisme, le triple saut où elle excellait. Mais en 2008, toujours au Cameroun, on a même refusé qu'elle aille représenter notre pays, lui mettant les bâtons dans les roues. Elle pleurait parce qu'on voulait placer d'autres par des réseaux qu'on aime toujours avoir. Le faux, la corruption. Et surtout, quelqu'un devient quelqu'un derrière quelqu'un et non la méritocratie. Il a fallu attendre la dernière minute et même l'arbitrage d'un chef de l'État qui lui-même est en train de barrer la route au Camerounais avec le principe de la mononationalité. Eh bien, pour que finalement, à la dernière minute, sans préparation, Françoise Mbango aille encore remporter une autre médaille olympique pour le Cameroun. Oui, on applaudissait Françoise Mbango. Mais quand elle est rentrée au pays, ni les primes, ni rien, on se moquait encore d'elle. Françoise Mbango est rentrée en France. Elle qui, dans l'histoire, pas seulement du Cameroun, mais de l'Afrique, avait réussi cet exploit, avait porté le flambeau très haut. Elle était obligée finalement de venir demander la nationalité française. Depuis 2010, Françoise Mbango, double championne olympique du Cameroun, est donc française. Pourquoi a-t-elle tourné le dos? Mais cependant, malgré tout, elle est repartie créer un institut là-bas pour essayer de former d'autres Camerounais, malgré le fait que, eh bien, ce pays ne reconnaisse pas ses vrais enfants. Aujourd'hui, on parle de Brel Embolo, mais les mêmes Camerounais ne peuvent pas parler, par exemple, de Zacharie Noir. Zacharie Noir est venu en France. Il a joué à Sedan, il a remporté la Coupe de France. Et par la suite, ce qu'il a eu comme enfant, dont Yannick Noir, qui aujourd'hui représente le corps sportif que beaucoup de Camerounais défendent, eh bien, a décidé de défendre les couleurs de la France. Parce que, peut-être peut-il dire, et à juste titre, que le Cameroun n'a pas construit de cours de tennis et que c'est en France qu'il a appris véritablement à être un compétiteur. Que dire de son fils, qui aujourd'hui est un très grand basketteur, Joachim Noir? Il n'a pas choisi le Cameroun. Et pourquoi donc? Certainement parce qu'il n'y a pas un encadrement, parce qu'il n'y a pas d'infrastructure, et parce que ces gens ne voient pas un avenir, un sérieux, une politique sportive mise en place par le gouvernement. C'est ça qui est donc un véritable problème pour des sportifs de haut niveau qui voudraient avoir au moins une projection. Brel Embolo également a eu le temps de réfléchir et il a vu ce qui se passait dans notre pays. À 17 ans déjà, bien sûr qu'il avait encore la possibilité de jouer pour le Cameroun. Même à 14 ans, beaucoup aujourd'hui peuvent dire qu'on était en train de lui faire la cour. Mais va-t-on faire la cour
à un chien la peiner, sans même lui jeter un os, peut-on attraper ne serait-ce que des poules dans la basse-cour, sans leur donner du maïs? Mais non, on ne peut donc pas aller récupérer toujours ce que les autres ont fait et obtenir des fruits, bénéficier des fruits. Et d'ailleurs, aujourd'hui, le football camerounais aurait pu être professionnalisé depuis de longues dates. Le professionnalisme est né en France grâce à un Camerounais, Ndjoléa. C'est Ndjoléa qui a fait de telle sorte qu'on puisse arriver à ce professionnalisme du football français. Il a écrit, il a fait, il a cherché à joindre les autorités camerounaises, le ministre des Sports, la présidence de la République, sans pour autant oublier qu'il était diplomate de formation à la fin de sa carrière. Il a voulu venir avec le championnat professionnel au Cameroun, avec des annonceurs. Le Cameroun devait donc être le premier pays africain à avoir un championnat professionnel. Qu'a-t-on fait? On a pris les dossiers de Ndjoléa, on a mis ça dans les tiroirs, basta. Ndjoléa est mort dans l'anonymat alors qu'il est honoré en France. Le Cameroun à l'époque d'Amadou Diop, faut-il le dire, avait déjà organisé une CAN en 72. Et cette CAN avait été une réussite qui a poussé de telle sorte que beaucoup de grands joueurs africains viennent plutôt jouer dans le championnat français, camerounais, autant pour moi. Et ce championnat était attrayant parce qu'il y avait non seulement des stades, mais une certaine organisation. On peut voir par exemple que les Jafet Ndoram du Tchad, c'est au Cameroun qu'ils venaient jouer. Les Kenyans venaient jouer au Cameroun, les Égyptiens venaient jouer au Cameroun, et même les Brésiliens venaient jouer au Cameroun. Et mieux, nous pouvons même citer Georges Weah. Georges Weah est arrivé au Cameroun pour la saison 1987-1988. Le Tonnerre de Yaoundé s'était déplacé au Libéria pour une préparation en vue de la coupe qu'il devait préparer. Quand le Tonnerre arrive à Monrovia, ils vont constater qu'il y a un joueur, un attaquant, qui sait manier le ballon et qui est vraiment apte, habile. C'est ainsi qu'un certain Dombo Keller va souffler à Jean-Paul Akono, qui était alors entraîneur du Tonnerre Kalara Club de Yaoundé, de recruter cet attaquant-là. On va inviter Georges Weah à Yaoundé. Georges Weah sera d'abord installé dans la maison de Essombeyenga, le président de Tonnerre de Yaoundé, où il va s'habituer à la vie de quartier. Nkondongo, Georges Weah connaît. Mbogada, Georges Weah connaît. Partout, les coins, les recoins, Georges Weah connaît. C'est par la suite qu'il sera installé à la Cité Verte. Et plus précisément, au bloc C, 606. C'est là où Georges Weah sera logé. Pour manger, il ira souvent chez Madame Bessala pour pouvoir avoir quelque chose à mettre sous la dent. Voilà comment est-ce qu'à la Cité Verte, beaucoup de gens croyaient que Georges Weah était camerounais. Il vivait avec tous les enfants de quartier. Puis il venait s'entraîner avec le Tonnerre de Yaoundé. Puis jouait avec ce Tonnerre de Yaoundé-là. Georges Weah s'est adapté au football camerounais. Et d'ailleurs, le Tonnerre, cette année-là, avait été champion du Cameroun à 4 journées de la fin grâce à des buts incroyables de Georges Weah.
Et c'est par la suite que ce qu'on peut appeler les scrutateurs ou alors les superviseurs de Monaco vont arriver au Cameroun pour superviser un autre joueur, Tato Stephen. Quand ils arrivent pour superviser Tato Stephen, eh bien, ce jour-là, le Tonnerre doit jouer contre une équipe du Togo. Et Georges Weah supplie à Jean-Pierre Akono de l'aligner parce qu'il était blessé au doigt et il ne s'était pas entraîné depuis au moins 10 jours. Jean-Paul Akono décide de le lancer dans le stade. Et Georges Weah, au bout des 45 dernières minutes pour lesquelles il a été aligné, il va marquer 2 buts. Tato Stephen, ancien capitaine du Tonnerre et ancien capitaine même des Lions Indomptables, finalement, va perdre cette place qui lui était déjà acquise à Monaco. C'est ainsi que Georges Weah va se retrouver en France. Georges Weah est donc passé par le Cameroun, a joué au Cameroun, s'est même entraîné avec l'équipe nationale du Cameroun, fuyant la guerre chez lui. Il est arrivé au moment où Claude Leroy était entraîneur des Lions Indomptables du Cameroun. Et bien sûr que Claude Leroy avait déjà évoqué aux autorités camerounaises de le nationaliser, puisque d'ailleurs il avait un peu eu à s'entraîner avec les Lions Indomptables, ce qui ne se fait pas puisqu'il gardait la nationalité libérienne. Bien évidemment aussi le président du Tonnerre de Yaoundé voulait que Georges Weah soit dans les Lions Indomptables, puisque Georges Weah lui-même, s'il est venu au Cameroun, c'est parce qu'il tenait absolument à voir Roger Mila, dont il était fan. Et il s'est retrouvé avec justement Roger Mila dans cette équipe-là. Georges Weah, malheureusement, les autorités camerounaises vont tourner. Et au moment où Georges Weah décide de partir, ce n'est pas qu'il décide. Au moment où les portes s'ouvrent à lui, ou bien il ferme les portes du Cameroun. Georges Weah aurait pu donc devenir Camerounais. S'il devenait Camerounais, aurait-il été Ballon d'Or, France Football en 1995, comme il le demeure? S'il était Camerounais, Georges Weah aurait-il été sénateur, comme il a été avant de devenir président de la République? S'il était Camerounais, Georges Weah aurait-il même rêvé d'être chef d'État? Lorsqu'on sait qu'au Cameroun, on vous dit que pour être chef de l'État, il faut être l'enfant de, il faut être de la famille de, il faut être du parti au pouvoir. Oui, après Paul Biya, on prépare Franck Biya. Si ce n'est pas Franck Biya, on va préparer quelqu'un d'autre qui sera toujours de la même lignée. Si ce n'est pas ça, on va prendre quelqu'un d'autre qui aurait eu 250 doctorats et qui va déclarer qu'il est professeur agrégé même s'il a volé 250 000 fois. Georges Weah a donc refusé d'être Camerounais. Et ça aussi devrait peut-être l'interpeller. Parce qu'on a refusé, déjà même qui a accepté le naturaliser. Si déjà le chef d'État camerounais, jusqu'à présent, continue à bloquer cette loi de la double nationalité que lui-même il était venu promettre à la diaspora en France, en visite à Paris. Mais jamais il n'a changé d'avis parce qu'il veut bloquer les autres pour rester à l'étranger. Et c'est ainsi donc qu'aujourd'hui, on se retrouve avec bon nombre de grands joueurs camerounais qui évoluent ailleurs. Parce que le Cameroun n'est pas leur terre. Combien de joueurs le Cameroun a pu recruter venant de l'étranger, venant d'autres pays? On peut parler d'un seul. Et quelle a été la fin? Tragique. Et Kamé Mayer venait de la Guinée équatoriale. Il est né au Cameroun. Et il a aidé le Cameroun au lieu de choisir la Guinée équatoriale.
Et Tame Mayer a été certainement l'un des plus grands joueurs de l'équipe nationale du Cameroun. Et Tame Mayer, qui était à Arsenal, n'a pas choisi la Guinée équatoriale, où ses parents étaient originaires, mais avait choisi le Cameroun. Et lorsque Tame Mayer a pris de l'argent, ses primes, pour qu'on puisse au moins réaliser les infrastructures au Cameroun, qu'a-t-on fait? On a détourné, les ministres ont volé tout cet argent-là. Les ministres ont tout mangé. Les ministres ont commencé à dire à la presse d'insulter Tame Mayer qu'il n'est même pas camerounais, qu'il est équato-guinéen. Et Tame Mayer qui a valablement défendu les couleurs du Cameroun. Avez-vous vu Mbola se faire ainsi laminer ailleurs, ou Mbappé? On ne rappelle pas à Mbappé ses origines camerounaises quand il rate un but. Mais Tame Mayer, quand on vole son argent, on lui rappelle qu'il n'est même pas camerounais, qu'il est équato-guinéen. Mais cependant, il a défendu les couleurs du Cameroun. On ne reconnaît même plus ça. Lorsqu'on est si ingrat, qui viendra donc à nous? Lorsque vous voyez par exemple qu'en Suisse, on peut voir ne serait-ce que les supporters suisses qui chantent la hola. Oh, Mbola, oh, Mbola. Mais il est content qu'il se retrouve comme Suisse. Il est content d'être respecté comme Suisse. Il est content de jouer pour la Suisse. Parce que la Suisse lui a offert tout, les conditions et surtout l'amour que parfois certains internationaux qui ont même porté le maillot ne retrouvent pas. Cette ingratitude-là. Et le cas d'Mbola, comme je le dis, montre aussi la régression du football camerounais. Si les étrangers, à l'époque, venaient jouer au Cameroun, c'est parce que le Tonnerre, le Canon de Yaoundé, l'Union sportive de Douala, et même le Caïman et même l'Orix remportaient les Coupes d'Afrique. On avait les meilleurs clubs sur le plan continental. Les Afia de Conakry ont été anéantis par le Canon de Yaoundé. Les Vita Clubs de Kinshasa ont été anéantis par le Canon de Yaoundé. Et à cette époque-là, parce qu'il y avait au moins à cette époque d'Amadou Ahidjo l'amour de l'organisation du football. Ce football-là progressait. Ce n'était pas un football où on partait cueillir les enfants à l'étranger sans infrastructure. Ce n'était pas ce football qui pouvait faire que chacun se débrouille et puis on va le sélectionner qu'il soit en 3e division ou 5e division. L'essentiel, c'est qu'il donne un peu de pognon, même s'il n'est même pas titulaire. Et c'est toutes ces choses-là qui font aujourd'hui que beaucoup d'internationaux se disent, même si j'arrive, je serai mis au banc, parce que si je ne donne pas mon argent des primes, si je ne négocie pas avec tel qui a certainement des relations avec un agent de joueur, je ne serai pas retenu. Si je ne vais pas m'agenouiller devant un ministre, je ne serai pas considéré. Et du coup, ces Camerounais-là, nous les perdons. Mais cependant, ce n'est pas seulement la faute aussi au Cameroun. C'est aussi toute l'Afrique qui est en train de subir ce qu'on peut dire même la fuite des cerveaux. Oui, nous ne parlons que d'Mbola. Mais combien d'Mbola existe-t-il dans d'autres domaines? Combien de buteurs, combien de grands sont en train de percer sur la planète et qu'on néglige? Combien de grands Camerounais excellent dans d'autres domaines, mais qu'on ne voit pas aujourd'hui? Et si un beau jour, le Cameroun se mettait peut-être même en guerre contre un pays étranger, on verra bien, peut-être, un Camerounais à la tête de cette troupe.
Oui, l'Afrique perd les cerveaux, le Cameroun en tête de ses pertes.